Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code, une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code en peer learning a changé leur vie. Cet apprentissage leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité, d'acquérir un état d'esprit. Bref, ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais comme un outil. Comme dirait l'autre, code isn't the thing, it's the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonjour Anthony. Salut Félix. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce nouveau format qu'on lance. Anthony, tu as fait THP il y a 4 ans, en 2017, l'été 2017. Déjà, le temps passe vite. La toute première session de THP, je pense qu'on aura le temps un peu d'y revenir parce qu'il y a des trucs un peu marrants à dire. Ouais, carrément. Mais d'abord, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qui étais-tu, Anthony, il y a 4 ans et pourquoi t'as sauté dans la marmite du peer learning en code. Ah là là. Qui j'étais il y a 4 ans. Alors, avant THP, mon métier principal et ma passion dans la vie, on va dire, c'était évidemment la musique. Donc voilà, j'étais musicien. Musicien pro, ça consiste en jouer d'un instrument déjà, c'est plutôt pratique pour être musicien. Donc moi je jouais de la guitare et je jouais avec plusieurs groupes, donc je faisais des concerts un peu tout le long de l'année, je faisais des sessions de studio, je donnais des cours de guitare, de MAO, de trucs comme ça, donc dans une grande enseigne qui s'appelait Cultura, qui s'appelle toujours Cultura, et je gérais des studios. Donc je suis venu à THP en fait pour une raison très simple, c'est que j'avais un projet d'entrepreneuriat dans les studios, donc j'avais un studio de musique qui marchait bien, qui était ouvert 24 heures sur 24 et tout, et qui commençait à avoir beaucoup de succès, sur lequel je passais énormément de temps. Et j'ai eu l'idée un jour de me dire, ok, je vais essayer de monter un studio autonome, ouvert 24/24, 7 jours sur 7, que tu peux ouvrir avec ton téléphone et tout. Évidemment, donc ça sentait un peu le truc un peu start-up, tu vois, l'idée. Bonjour, j'ai une super idée pour changer le monde, il me faut un CTO. C'est exactement, voilà, t'as tout compris, je pense que plein de gens se reconnaîtront là-dessus. Donc j'étais le fou avec l'idée, tu vois, et j'allais voir mes potes et je leur disais, ouais... Tu connais pas quelqu'un qui fait du dev? Alors mais tellement, c'était trop ça, tu vois, en mode genre, ouais, mes potes, putain... T'étais aux événements de Find the CTO de Nouma ou ce genre de truc? Alors j'avais pas fait ces événements, alors en plus, tu vois, je connaissais mais rien du tout, tu vois, le monde de la musique et le monde du code, c'est éloigné vraiment beaucoup, tu vois, enfin c'est très très éloigné, clairement. C'est un truc que je connaissais absolument pas et tout, donc quand j'ai commencé à monter ma boîte, déjà je savais même pas qu'il existait des CTO, des trucs comme ça, tu vois, c'était obscur. Donc un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mentoré en fait dans la création de cette boîte, qui a fait THP d'ailleurs après, Karel. Karel, mais oui, bien sûr. Bonjour Karel. Bonjour Karel. Donc qui a fait aussi THP et qui m'a tout expliqué sur qu'est-ce que c'est une startup, comment et on en est arrivé à un moment où évidemment si tu veux faire un produit tech, il faut quelqu'un qui fasse de la tech. Donc arriver devant les gens, salut, bonjour, j'ai une idée, elle va valoir des millions, tu veux pas travailler gratuitement pour moi, faire du code alors que tu pourrais être payé 45 000 euros par an dans une boîte à côté. Évidemment, t'imagines bien les refus. C'est bien dommage parce que ton idée valait potentiellement des millions. Mais ton idée, en fait, si j'ai bien compris, tu voulais faire une plateforme de réservation de studios en ligne, c'est ça? Ouais, en fait, une plateforme de réservation de studios en ligne, mais plus que ça, avoir des studios sur lesquels, en fait, en plus de pouvoir les réserver, tu peux les ouvrir et les opérer avec ton téléphone à distance. En fait, les personnes, vraiment, ce qu'elles font, c'est elles peuvent accéder à des studios 24/24 en les réservant et en les ouvrant avec leur téléphone. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait avec Studiomatic du coup. Donc c'était ça l'idée en fait dès le début. Et fallait de la tech quoi. Et quand à force de chercher, il m'a fallu bien 1 an quand même. Hein. Une bonne petite année à chercher un profil sympa, une personne avec qui m'associer en mode CTO, des trucs qui n'ont pas marché. Tu fais toujours des essais avec des gens un peu random, le cousin de la cousine, des trucs comme ça, qui a écrit une fois dans sa vie des lignes de code, ou le mec qui travaille dans une banque et qui fait du Java, tu vois, genre des trucs vraiment à l'ancienne, tu vois. Et en fait, à un moment, je me suis dit bon, c'est bon. Ça en plus de faire musicien professionnel. En plus d'être musicien professionnel, ouais. En fait.
À ce moment-là, quand j'avais cette idée que je développais et que je m'étais commit dessus et tout, à recherche de dev, donc j'étais à mi-temps en fait, j'étais à mi-temps prof de guitare. Et donc une partie de la semaine, je donnais mes cours, ce qui me permettait de gagner de l'argent à la cool et tout. Et tout le reste du temps, bah, je commençais à bosser sur ce projet-là. Je donnais toujours des concerts, je faisais encore quelques sessions studio et tout ça. Et je m'occupais de développer le studio en attendant d'avoir de la tech. Et à un moment, bah, je me suis dit non mais c'est bon, je vais m'y mettre quoi, tu vois. Tester les fameux Udemy, tout le monde les connaît, les Udemy, les Open Classroom. Les Codecademy. Les Codecademy, je connaissais pas encore, c'est que j'ai connu Codecademy qu'à partir de THP. Hein. Ah ouais, putain. Je connaissais pas, donc moi j'ai fait évidemment Open Classroom parce que bon bah voilà, à l'époque c'était le site du zéro, avant. TKT, RPZ. Les premiers cours HTML, tu Merci connais. Mathieu Nebra. Pour... Voilà, c'est ça, avec Zozor, l'âne Zozor. Et le petit smiley adorable qui donne envie d'apprendre à coder. Exactement, mais bon. Donc ça et Udemy, et en fait c'est hyper dur. J'avais du mal à me motiver quoi, tu vois, c'est super dur de se motiver. Puis en plus tu sais pas trop où tu vas. T'apprends l'HTML, t'apprends le CSS, tu te retrouves avec un site, le truc qui bouge pas parce que c'est pas, enfin c'est statique quoi, tu vois. Et donc t'as tout un pan en fait finalement du dev, t'es pas vraiment autonome. Même ne serait-ce que régler tes bugs et tout, donc bref. C'est ça, grosso modo, t'es en train de dire, ils t'apprennent des compétences, mais en fait, t'arrives pas à les actionner et t'es même pas sûr, en fait, des compétences, si elles te serviront. Ouais, c'est ça, c'est hyper dur de les actionner. En plus, encore, moi ça va, j'avais un projet en tête, donc quand on disait, je sais pas, quand il y avait un cours sur lequel il y avait une notion très spécifique d'un site internet, genre, je sais pas, coder un login ou un truc comme ça, bon, bah, tu comprends direct et tu vois l'idée vers où ça te mène et tout ça, mais en fait, c'était super dur de se motiver et tout. Donc je me suis dit bah ok, ça commençait à me plaire aussi, faut dire ça en fait, surtout que ça commençait à me plaire mais que c'était dur de se motiver, donc je voulais passer un petit peu plus loin et je me suis dit bah vas-y, je vais faire une formation de code quoi. Tester ce que ça donne quoi. Et c'était tout début de THP. Ça, donc là on est en 2017. Là on est en 2017. T'avais 24 ans, c'est ça? J'avais 24 ans. Ouais, 24 ans. J'allais sur mes 25. Donc ça devait être quelque chose comme avril-mai, un délire dans le genre. Et donc Karel, il m'envoie un message, il me fait ah mec t'as vu ce truc là et tout, seule pub que vous aviez dû faire à ce moment-là, tu sais genre crédit Facebook ou un truc comme ça. Et pour les crédits Facebook, tu vois, la seule pub change ta vie, deviens développeur, tu vois. Donc j'ai testé, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Je découvre en même temps Meetup. Donc c'était ça, vous aviez fait un meet-up à l'époque de présentation. On n'avait pas fait change ta vie, deviens développeur, mais on avait dit bah viens apprendre à coder, c'est cool, ambiance peer learning, et on a un événement de présentation courant juin. Ouais voilà c'est ça. Donc j'étais venu au truc de présentation et tout. Je me rappelle, c'était je sais plus dans quel bureau, mais c'était vers Saint-Denis tout ça. Je me suis dit ok bon ça a l'air cool et tout le monde posait plein de questions, pas qu'il y avait des systèmes de caution de trucs et tout ça. Oh là m'en parle pas. Donc c'était vraiment le tout début tu vois, en mode genre c'était vraiment novateur même d'avoir un business model de ce genre là et tout. Et évidemment t'avais ce truc là très spécial et tout, j'y connaissais rien, je me suis dit bon ok d'accord, je me suis laissé embarquer en fait finalement. Donc j'ai commencé la session, c'était en juillet du coup 2017. Ah là là, la fameuse. La grande session 2017 qui s'est très bien passée. Donc voilà, on fait le THP tel qu'on le connaît aussi encore maintenant en groupe. Cool. En peer learning, à la cool. Mais à l'époque, je crois qu'on avait le hangar. Le hangar, aïe aïe aïe. Ah là là. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on a commencé du coup THP en mode, il y avait beaucoup de questions sur, ok, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'il y a des profs, est-ce qu'il y a des locaux, comment on va faire pour se retrouver avec les copains et tout. Et il y avait ce truc-là, il y avait le hangar, le squat du hangar qui avait été trouvé par Charles, je crois. C'est Charles qui avait trouvé ça à l'époque. On se rejoignait, on se rejoignait là-dedans. C'est un élève qui nous avait contacté, Yacine, qui nous a dit bah écoutez, si vous voulez faire THP, ambiance à la Roots, on a un squat dans le 9-3 où vous pourrez accueillir les élèves. C'est énorme. Et je me rappelle, moi en plus, il y avait le premier jour de la formation, je pouvais pas y venir. J'avais un concert ce jour-là, c'était mon dernier concert je crois même mon dernier concert professionnel de musicien, parce qu'après j'ai complètement arrêté, plongé dans le code et puis voilà. Et du coup j'avais trop culpabilisé, j'étais venu la veille pour aider Charles à ranger le hangar et je suis arrivé là-bas et genre c'était le squat de ouf. il y avait rien, il y avait pas de table et tout, enfin c'était vraiment c'est vraiment lunaire quoi, tu vois. D'ailleurs je crois le samedi juste avant, on allait voir le hangar avec Charles et là sur le passage en voiture on croise des locaux qui sont en train de se faire vider. On rentre, on dit bonjour machin.
Et les gens nous disent, bah, en fait, on a déménagé à la Défense. Tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez récupérer. On a chopé des chaises, des tables, des frigos. Ah non, c'est du génie. Franchement, mais en vrai, c'était énorme parce que je me rappelle, on arrivait dans le hangar qui était énorme qui était fibré avec l'électricité, alors que c'était un squat et toutes les tables comme ça, tous les gens étaient là et tu découvres genre plein de gens en même temps, c'était ouf. Moi, j'avais vraiment cette expérience-là du truc où t'arrives et d'un coup tu vois tous ces gens-là qui sont en mode, en plus The Hiking Project, tu vois le nom, t'as un peu ce truc du mythe autour et tout. T'es dans un hangar vraiment caché à Saint-Ouen, tu sais. Je crois qu'en plus Mr. Robot sortait à cette époque-là, genre. C'était pas le début de Mr. Robot. C'était pas le début, mais je crois qu'on devait être dans le milieu de la saison 1 ou un truc comme ça. Donc t'avais en plus cet imaginaire que tout le monde avait du code et tout, et t'étais là et tu te rejoignais avec tes potes, t'étais tout le monde sur les ordi, c'était invraisemblable. Et donc je rencontrais du coup mon groupe, finalement même une des personnes avec qui j'ai cofondé Studiomatic in fine. Ouais. Ben ça s'est passé comment d'ailleurs, les cours, apprendre le code au final, ça se passe comment? Ça se passe comment? Alors ça se passe, je pense que c'est évidemment très variable pour plein de gens. Ça dépend de plein de choses, de ce que t'as fait avant et tout ça. Du coup, pour ma part, moi j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment ouf en fait. Enfin, plus, je pense, c'est pas tant l'apprentissage du code en soi, mais plus l'apprentissage en pair en fait, qui était vraiment novateur. Moi, dans mon esprit, c'est la première fois que je voyais ce genre d'apprentissage. J'avais l'habitude d'être dans des trucs où c'était très, t'as un prof, t'as un élève, prof t'abreuve de connaissances, tu récupères ça et t'en fais ce que tu veux. Là, c'était un truc où en fait t'avais pas de prof, t'avais que des ressources en ligne sur lesquelles du coup tu pouvais avancer correctement à ton rythme, mais t'étais tiré par ton groupe, par la qualité des gens en fait qu'il y avait dans ton groupe. Et par la formation aussi. Par la formation aussi, oui, bien sûr. T'es tiré par la formation parce que tous les jours t'as quand même des choses sur lesquelles tu te commites, mais t'as des gens dans ton groupe qui vont défoncer la roadmap de la journée en 2 heures, tu vois. Ça arrive. Ça c'est blasant, les gens qui torpillent le truc. Vas-y, comment tu fais? C'est ça, les premiers algorithmes sur Ruby et tout, la semaine de Ruby sur les mecs, t'avais les mecs qui avaient déjà fait un peu de code et tout, qui étaient à 42 en même temps et qui faisaient les deux, c'est fou là. Bah Maxime, il allait vite, non? Maxime, il allait plutôt vite, ouais, il captait bien et tout. Franchement, c'était, en général, c'était lui le moteur du groupe. Hein. Ouais. C'était Maxime qui tirait un peu le groupe et tout et qui nous aidait à avancer correctement et tout. Et ouais, donc t'avais les mecs qui défonçaient la roadmap en 2 heures et t'en avais d'autres qui en fait au bout de 10 heures étaient genre en PLS complète sur les trucs et tout. Voilà, moi je me sentais plutôt bien entre les deux. Ok. Ouais. Donc non, franchement ça s'est vachement bien passé. Évidemment c'est hyper intense. C'est le premier truc que j'ai qu'on remarque de toute façon à THP. En plus moi j'avais du coup mon taf à cette époque. Donc pendant que je faisais THP, je donnais encore mes cours de guitare à mi-temps. Ok. Ah oui. Donc il me manquait, donc je venais pas le mercredi, je venais pas le vendredi soir. Et je travaillais le samedi après-midi, enfin le samedi toute la journée, donc fallait que je rattrape les cours et tout ça. Je me rappelle à formation au meet-up, j'avais demandé oui c'est possible de faire, plein de gens qui demandaient c'est possible de faire THP si on a un travail et tout. J'avais demandé ça à Charles. Et on avait répondu quoi à l'époque? Charles je crois que c'était toi ou Charles, je sais plus lequel m'a dit. J'ai dit oui mais moi je suis à mi-temps et tout. Il fait non mais c'est simple, c'est un travail, laisse tomber. Et j'étais en mode genre t'as un peu piqué dans mon estime, genre. Et tu fais bah je vais y arriver. Quoi moi Du coup en fait finalement je me suis dit bon vas-y j'ai vraiment envie de le faire. Au pire bon c'était pas non plus hyper cher, tu vois. Je me suis dit bon si vraiment je suis en PLS complète, j'arrêterai, je ferai une croix sur mon argent et puis j'aurais appris des trucs cool, j'aurais rencontré des gens. Et en fait moi dans ma tête c'était ça, c'était vraiment j'allais là-bas, soit je rencontrais quelqu'un avec qui j'allais m'associer et en fait le code c'était pas pour moi, soit en fait je kiffais suffisamment le code et finalement je faisais tout seul. L'idéal c'était les deux. Finalement à la fin j'ai eu les deux. Cadeau. C'est cadeau, c'est la maison. Cool. Ça nous fait plaisir, nous on donne. Finalement j'ai eu les deux, donc je me suis associé avec Maxime du coup. Après on a continué à bosser sur Studiomatic et tout ça. Mais alors attends, parce que là on est déjà à Studiomatic, mais donc pendant la formation en fait tu décides de lancer Studiomatic, c'est-à-dire? En fait moi j'étais venu vraiment à THP pour ça. J'étais vraiment venu pour décider de bosser sur mon projet Studiomatic et tout ça. Et donc au moment des projets finaux, quand vient le moment de choisir qu'est-ce que tu vas faire avec ton équipe et tout ça, j'ai proposé mon idée sur la table. Je leur ai dit voilà, est-ce que ça vous dirait, j'ai cette idée-là, je suis venu pour ça. Bon, de toute façon tu parles avec ton groupe. Hein. Nous on est devenus super potes très vite. On est boire des coups, des trucs comme ça. Bon, après il y a plus le hangar, donc on était obligé d'aller boire des coups de toute façon. Oui, parce que le hangar s'est fait. Il y a une intervention des CRS. Magnifique, ouais. Magnifique, un joli matin d'août, ce qui fait que nous n'avons plus eu le hangar. Comment on apprend? Donc les gros emojis polis sur le Slack. Ne venez pas au hangar. Perquisition. Exit les
les barbecues et autres putain. petites soirées. T'inquiète, un jour on rachètera un squat. Un jour on rachètera un squat pour THP. Et donc j'en avais déjà parlé un peu au groupe et je leur avais dit est-ce que ça vous intéresse ? Ça vous dit on bosse sur ce projet et tout, voilà, moi ça me permettrait vraiment d'avancer, et si vous êtes ok, voilà, c'est ça, on fait ça. Ils étaient tous hyper enthousiastes en fait à cette idée-là, ils m'ont dit on préfère largement faire un projet final qui a du sens pour quelqu'un, plutôt que de faire un énième, je sais pas moi, un énième Airbnb ou un énième, tu vois ce que je veux dire ? Un énième Airbnb des studios de musique. Ouais, c'est ça, admettons, tu vois, ou un énième, je sais pas, un énième réseau social, ou un truc comme ça, quoi. Ils nous disent, on préfère que ce soit un truc qui va servir derrière, au moins, il y a un usage concret, il y a des specs qui sont concrets, des attentes clients et tout derrière. Donc ils ont dit ok, on va t'aider, et du coup on a commencé le projet final. Donc il y a une personne qui s'est greffée à notre groupe, Fadil, qui est venu, qui lui avait un background un peu dingue, d'ingénieur en mécanique des fluides et tout. Il codait pour la fusée Ariane, je crois qu'il avait fait un peu de code. C'était genre la team complètement lunaire, tu vois, genre la team a été composée du coup au projet final, on était 4. Elle était composée d'une journaliste, donc Léa, qui était en reconversion du coup vers le code et tout ça, de Maxime qui était social media manager à la base, de Fadil qui était ingénieur en mécanique des fluides, ayant travaillé sur Ariane 5, genre le mec, genre j'aurais jamais pu le rencontrer ailleurs, tu vois, genre improbable. Et de toi, musicien. Et du coup moi j'étais musicien. Vous étiez 4 4, ouais. Putain, 4. le feu. On s'était fait une coloc avec un autre groupe chez Lior, qui eux faisaient un autre projet, une sorte de réseau social d'ailleurs, et on les avait invités et on se faisait des sessions de code de la mort de 10 heures par jour dans l'appart de Lydie et Lior à l'époque, et c'était trop cool, trop bien, trop bon souvenir, trop l'impression de c'est le meilleur des années lycée un peu, mais avec un côté plus sérieux où tu avances correctement, et c'est je sais pas, c'était trop cool quoi. Ouais, en fait, cet imaginaire de coder sur du canapé avec des pizzas qu'on a tous, qui est très fort, et tu te dis en fait je suis en train de le vivre. C'était exactement ça. En plus j'avais une pizzeria juste en bas de la maison, donc vraiment c'était à base de pizza tout le temps. Quand on a marre des pizzas, on va au kebab. C'est ça, c'était vraiment c'était vraiment ce truc-là, et de temps en temps t'avais d'autres personnes, d'autres groupes qui venaient, Marina avec ses cookies, c'est ceci, cela et tout. Non, c'était énorme, c'était incroyable. Mais nous on a vécu des trucs cool, les sessions d'après, quand t'intervieweras des gens, il y en a qui se sont pris des Airbnb avec des piscines et tout, c'est ouf. Ça, c'était pas mal. Il y en a qui se sont dit vas-y, on va aller faire, ça dure 3 mois, on se loue une villa à Bali, et voilà, c'est ça. Ça c'était des génies, ça. Session 3, je me rappelle, bon, Sébastien ça. Et tout ça. Bien sûr, donc ouais, voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup on a fait ce projet final pendant 2 semaines, on a cravaché comme des fous, et pour après le rendu du projet final qui s'était fait à l'époque, c'était à Talent, chez Talent.io. Vous présentiez devant tout le monde, et donc le rendu, t'as présenté Studiomatic comme tu l'imaginais? Franchement j'étais super content du résultat. Évidemment, maintenant je le regarde avec un petit sourire en coin, tu vois, normal. Tu regardes ton code, tu fais ouh. Ouh là là, j'ai plus beaucoup de ce code-là, malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs plutôt même. Mais j'ai shippé, et le MVP était fonctionnel. On a fait la présentation et tout, c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire croire à Charles que les boutons se connecter avec Facebook et se connecter avec Google fonctionnaient vraiment, alors que pas du tout. On n'a pas eu de bug pendant la démo. On n'a pas eu de bug pendant la démo, donc ça va et tout, c'était cool. Il nous est arrivé quand même un truc un peu fou. Que je raconte du coup, maintenant je m'endors souvent les groupes, comme tu le sais, pour les final project et tout, truc que je raconte toujours: ne faites jamais de push en prod juste avant votre présentation, parce que moi ce qui m'était arrivé ce jour-là, ce jour-là de la présentation, on était trop contents et tout, on était comme des oufs, on est parti de l'appart, on avait pushé notre dernière ligne de code sur Heroku et tout, on m'a dit genre ok, dernier petit truc et tout, on push, on ferme l'ordi, on court au métro, on va pour la présentation et tout, et j'arrive à la présentation, je vois quelqu'un, je fais tiens vas-y, je te montre et tout, le parcours client et tout, et là ça commence à les présentations, et je lui montre, et j'avance et je vais pour payer, tu sais, le moment du paiement où ça finit, la feature importante, tu vois, normal, je clique, grosse erreur 500 de merde, tu vois, genre application black screen, tu vois, genre something went wrong, tu vois, ah ok d'accord. Et là, Mayday, branle-bas de combat. Je me retourne vers Fadil et Maxime, je fais les gars, on a un problème. Donc comme des bourrins et tout, à essayer de modifier ça. Et donc, là l'imaginaire des devs qui sont en mode voilà, c'est ça, mais c'était un peu ça sur son ordi portable en train de résoudre les derniers trucs comme dans les films d'Apple et tout.
tout. Avec le terminal et tout, non, c'est fou. Donc ouais, non, franchement, c'est super bien passé. Et évidemment, vous arrivez pile poil avant la présentation. Vous faites un Hunter et ça marche. Exactement. Voilà, c'était un tout petit truc à la con qui avait été passé juste avant. Supprime le bug, on arrive à pusher à temps, le truc fonctionne, on fait les derniers tests et tout, et du coup j'arrive, monter sur scène et là, voilà, le reste quoi. appartient à l'histoire. Mais d'ailleurs, quelle histoire Studiomatic. Donc en fait, ça c'était il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi. Yes. Et depuis, en fait, t'es sur Studiomatic à temps plein depuis 3 ans et demi, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Depuis, c'est passé plein de trucs, évidemment, donc j'ai continué à coder. Donc en premier lieu avec Maxime et d'autres personnes et tout ça. On a continué à avancer sur Studiomatic. Donc maintenant, c'est une boîte qui tourne, évidemment. Donc là, on va ouvrir notre 9e studio. On est actuellement même dans les studios. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil. Donc nous sommes dans un studio de Studiomatic, magnifique. Donc on prendra des photos, on mettra... couverture. Sur les réseaux sociaux, sur un énième réseau social. C'est clair. Et donc, donc c'est un truc qu'on a continué, qui maintenant est une boîte, voilà, rentable et tout ça, qui fonctionne. Cofondateur, employé, tout ça. Donc je suis très content, et en fait c'est encore moi qui fais d'ailleurs le code, finalement. Je continue toujours à développer le produit et... Ouais, tu poses souvent des questions sur Slack, mais c'est plus du code appliqué pour le produit. C'est-à-dire en fait comment mon code j'ai un besoin, comment le code peut répondre à ce besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah maintenant ça fait quand même maintenant 3 ans et demi, 4 ans, tu vois, que j'itère sur l'application, donc elle est quand même relativement complète et tout. Effectivement, maintenant c'est plus... Enfin, c'est très lié aux besoins des clients qu'on a et à la façon dont on se développe et c'est très cool même d'avoir cette liberté-là. Enfin, maintenant, je suis vraiment arrivé à un moment aussi dans ma pratique du code où en fait, je me sens fluide, tu vois, et j'ai vraiment cette capacité de dire, ok, bah voilà, il y a telle feature à faire, ça c'est fluide dans ma tête. Après, tu rencontres toujours des bugs. Je veux dire, quel développeur ne rencontre plus de bugs qu'il a du mal à régler? Je pense aucun. Ou alors c'est un menteur, un traître. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne mieux. Fonctionne mieux maintenant, quoi, c'est sûr. Bah ouais, bah c'est ce que tu... on se parle souvent, évidemment, et à chaque fois, je suis un peu très agréablement surpris des avancées de Studiomatic, cool. Surtout ces derniers temps. Cool. Enfin, là, on sent que t'as passé le fameux cap de la traversée du désert, de manger du sable, c'est ça, là, c'est bon, quoi. C'est ça, ouais. Là, maintenant, il y a un petit peu plus de... Il y a même un peu plus d'intérêt, c'est tu commences... vous dégagez suffisamment de cash pour générer des salaires, pour avoir des locaux même. Ouais. ouais, bah en plus de ça, on attire encore quelques trucs et tout. Donc là récemment, on est rentré à Station F, ce genre de trucs et tout qui sont plutôt cool, même si bon. Finalement, on n'y est pas resté très longtemps, mais voilà. Attends, vous n'êtes pas resté à Station F? On n'est pas resté à Station F, non. Enfin, on y est encore. Moi, beaucoup moins. Je suis pas hyper finalement satisfait de tout, quoi, tu vois. Mais on a été accepté en janvier et puis on y est resté 3 mois. Maintenant, on y va un petit peu moins. Ah oui, c'était court. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Station F, on entend beaucoup d'échos, le repère de la Startup Nation, tout ça. Bah, c'est ça en fait, moi le truc qui me dérange un peu, que j'aime beaucoup moins. Bon après, faut dire que au moment où évidemment où on enregistre ce podcast, on est en pleine période de Covid-19 et donc forcément, tu vois, il y a genre beaucoup moins d'intérêt en fait aux rencontres là-bas et je trouve un peu superficiel finalement les choses qui sont là-bas, les gens, les trucs comme ça et tout et j'ai du mal. Après nous, on a une culture vraiment remote. De boîte en fait vraiment remote, on est quasiment je vais pas dire à 100% parce que on est physiquement à Paris tous les deux, mais on n'a jamais eu de bureau autre que ceux de Station F et finalement j'y ai été tu vois en 3 mois, j'y étais 4 fois quoi. Donc on a vraiment pas cette culture là de se retrouver avec mon associé ou les personnes avec qui je bosse dans des bureaux. C'est le truc qui est cool vraiment à Station F, c'est les bureaux. Tu peux te dire ok, les rencontres, les trucs comme ça, bon tu vas là-bas en fait tu rencontres pas vraiment des gens, enfin c'est très froid, en fait, c'est très institutionnalisé, je trouve. C'est au final l'esprit startup, c'est des gens qui se mettent un peu l'imaginaire, des canapés et des pizzas. Bien sûr. Et puis là, t'es un peu dans l'industrialisation. Bien sûr, ouais. Bah, je trouve il y a beaucoup de gens qui sont à Station F en mode bah voilà, il y a des gens tu sais pas pourquoi ils sont là quoi. Non, c'est vrai. En fait, t'as beaucoup d'imaginaire autour de l'image de Station F et tout ce truc là où en fait t'es à Station F, tu vois. T'es à The Family, tu vois, qui est vraisemblablement très cool pour plein de gens. Ça dépend vraiment de la typologie de boîte aussi. Hein. Je pense que Station S c'est vraiment fait pour des vrais startups dans le sens, t'as un produit qui scale à mort, tu fais du SaaS, tu fais du nanan, une appli mobile ou un truc comme ça. Nous c'est très spécial. On a notre plus gros business, c'est finalement de l'immobilier. C'est un truc qui est complètement anti-startup.
on achète des bâtiments, on fait des travaux dedans, on crée des studios. Après, on y met de la tech, c'est shiny, tu vois. Attends, WeWork, ils ont réussi à lever des milliards grâce à ça. Ils ont réussi à lever des milliards. T'as des grosses boîtes qui lèvent des milliards sur de l'immobilier, des millions, même en France, des colonies, des trucs comme ça, tu vois, les boîtes de co-living, ça s'appelle. Bien vu, ouais. Co-living, pas coworking. Boîte de coworking, co-living qui lève beaucoup de fonds, tu vois, et ça a beaucoup de sens. Et nous, on a ce truc-là un peu bâtard entre la startup qui fait vraiment de la tech un peu profonde avec des trucs de l'IoT, de la tech vraiment très spécialisée, quoi. Mais en même temps, notre core business c'est de l'immobilier, donc on a ce truc-là où on se retrouve pas non plus dans les accompagnements qu'il y a, on se retrouve pas dans les événements, on se retrouve pas dans les, je sais pas, les poules d'investisseurs qu'il y a là-bas. C'est pas, c'est tous, personne n'investit dans l'immobilier là-bas en fait, tous investissent dans des startups. Dans des startups de SaaS, la blockchain, de l'intelligence artificielle, c'est ça, de l'intelligence artificielle du avec big de la blockchain, data, du voilà, quantic learning et autres. C'est ça, exactement, de la medtech, de la biotech, de la truc tech. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, ouais, pas trop Station F quoi. C'est dommage, mais après, pour être honnête, c'est vrai que t'es pas la première personne qui me dit ça, donc. Ouais, mais en plus j'ai entendu d'autres personnes de THP qui. J'ai des copains de THP d'ailleurs là-bas, personnes qui sont sortis de THP, qui sont à Station F, qu'on croise et tout aussi, Mathieu et tout ça. Mathieu, Antonin, je crois aussi. Alors il y est plus, nous non plus. Donc ils sont partis justement. Je fais mec, ils sont partis au moment où j'arrivais. Je fais mais mec, pourquoi tu pars et tout. Non. Et puis après 3 mois, j'ai compris. Je fais ah ok d'accord. donc ouais voilà ouais. Anthony, on a parlé du code au service d'une entreprise, donc Studiomatic. Mais je me posais la question parce que maintenant, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que tu connais l'univers du code, voire même en fait même de la pédagogie un peu alternative de THP. Ça t'a servi pour monter ta boîte, mais ça t'a servi pour faire d'autres choses? Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve aussi. Hyper intéressant comme question. En fait, je pense que ça m'a servi pour plein de choses, le code. Déjà, en fait, je pense que la façon dont te permet de penser le code, tout cet aspect-là, en fait, de gestion, en gros, des problèmes, d'avoir un truc, une sorte de montagne devant toi, donc une feature, par exemple, à coder, et de devoir la casser en plein de petits bouts. Un truc sur lequel tu commences à être habitué quand tu fais du code. En fait, ça te permet de faire plein de trucs finalement dans la vie de manière générale, j'ai envie de dire. Tu vois, peu importe le projet que t'entreprends, en fait, t'as un truc où tu peux toujours te découper ça en user story limite, tu vois, genre, et dire ok bah je vais commencer par là et tout. Donc ça m'a appris vraiment, je pense, cette pensée-là un peu séquentielle, computationnelle comme on aime l'appeler dans le milieu. La pensée computationnelle, c'est beau ça. Bernard Pivot. Ouais, moi je pense déjà cet aspect-là, ce truc très séquentiel sur lequel ça te permet vraiment d'avancer sur plein de projets et tout ça. Après moi il y a un truc aussi qui m'a marqué en fait dans l'apprentissage du code et ne serait-ce que l'apprentissage peer learning et tout. Ça c'est une théorie que j'ai personnellement, tu vois, c'est la ressemblance que t'as en fait dans l'apprentissage du code et l'apprentissage de la musique, un truc que j'ai ressenti beaucoup. Ça paraît un peu bizarre comme ça dit parce que fondamentalement t'as pas de, enfin je veux dire la musique, le code, j'avoue. à première vue, you have my intention. À première vue c'est un peu bizarre, mais en fait je pense que déjà une des principales raisons pour laquelle il y a vraiment beaucoup de similarités entre le code, l'apprentissage du code et l'apprentissage de la musique, c'est que tous les deux c'est des langages. Enfin, quand t'apprends du code, t'apprends un langage de programmation. Quelles sont les similarités entre la musique et le code, par exemple? Déjà, l'apprentissage du code et l'apprentissage de la musique. Déjà, je pense que, enfin voilà, t'apprends un langage dans les deux cas. Okay. T'apprends un langage avec ses codes, ses façons d'être, sa façon de lire et tout ça. Donc, à retranscrire des. Voilà, c'est ça. Il y a un truc très, il y a aussi beaucoup de logique en fait, et dans la musique et dans le code. Tu vois, quand t'apprends par exemple l'harmonie en musique, la façon dont les accords s'enchaînent entre eux, comment tu construis des gammes, comment les notes font des harmonies en fait, tout simplement. Toute cette partie-là, en fait, c'est des choses qui sont très logiques et qui sont très calculées sur base d'intervalles et tout. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai perçu la musique, avec un aspect très logique que t'as forcément dans le code. La partie logique, c'est évident, tu vois. Et donc, t'avais ce truc-là. Moi, j'avais vraiment cette impression, en fait, d'avoir les mêmes schémas d'apprentissage en musique que dans le code. T'as aussi cet exemple, enfin, t'as aussi ce besoin de régularité dans la musique pour apprendre un instrument. T'as pas d'autre choix que de le pratiquer régulièrement. De façon courte, peu importe en fait la façon, le temps que tu passes dessus. Mais en tout cas, ta pratique, elle sera toujours bien plus importante si tu
fais de ton instrument un petit peu tous les jours que une fois tous les 100 ans. Mais genre gros beaucoup, tu vois. Le code c'est un peu pareil. En fait c'est des mécanismes que tu fais rentrer au fur et à mesure que t'avances. Un petit peu de code aujourd'hui, le lendemain, ainsi de suite. Ok, ainsi de suite. ouais, un peu truc comme la notion de petits exos et en musique, t'as vraiment ce côté où tu répètes un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, je trouve, c'était en tout cas des choses qui m'ont marqué. Et puis, on fait un langage, donc à THP, c'est le Ruby du coup. Ouais. Le Ruby, moi je trouve que c'est un langage hyper poétique. Un truc en fait, il est beau comme langage. Tu vois, t'écris des choses qui sont plus proches de l'anglais que du code quand tu. Ça chatouille notre clavier quand on écrit en Ruby. Comparativement à d'autres langages comme je sais pas le JavaScript ou des trucs comme ça sur lesquels t'as des syntaxes un peu alambiquées de temps en temps, beaucoup de points-virgules, de trucs de. En Ruby, t'as moins ça. Donc t'as un truc en fait très straight où en fait ta machine c'est juste le prolongement de ta pensée. Bah en musique c'est pareil. T'as ta pensée musicale et le prolongement de ta pensée musicale c'est ton instrument. T'as un peu ce truc-là, je trouve, en programmation qui moi m'a fasciné en fait et que j'ai trouvé très proche. Après bon, je sais pas si tout le monde partagera cette non, théorie. mais c'est. Je dirais mais mec t'as trop fumé. Si j'ai bien compris, ça se rapproche un peu du truc où des fois il y a des gens qui te demandent comment je fais pour être musicien ou comment je fais pour savoir coder et tu te dis bah pratique. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est voilà, mais c'est pareil. Je pense ça se trouve dans tout. Tu vois, genre si demain tu veux apprendre une langue étrangère. Je pense que tu vas retrouver les mêmes mécanismes d'apprentissage dans le code que dans l'apprentissage d'une langue étrangère, que dans l'apprentissage de la musique, donc que dans l'apprentissage d'un autre truc, peut-être de la danse ou un truc comme ça. Bon, t'as un aspect plus physique à la danse, mais à la fin, t'apprends un langage et en fait, tu le retransmets d'une façon, voilà. Et pour moi, la programmation, moi, je la vois vraiment comme ça, comme un aspect très, je trouve très artistique en fait, même le fait de coder en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent un peu au art of code, Carrément. comment le code peut répondre même à, tu peux faire quelque chose d'artistique et voire même, c'est vrai qu'au final, comme tu dis, de la pratique vient un petit peu la philosophie que tu essaies de donner en faisant du code. Ah ouais, carrément. Bah, et en plus, t'as vraiment, c'est clair que t'as vraiment plein de trucs dans ce domaine-là. Je regardais par exemple même dans la musique, il y a des trucs comme Sonic P ou ce genre de trucs où t'écris littéralement du code qui génère de la musique. Et t'as un mouvement complet qui s'appelle les codeurs musique ou je sais pas comment ils les appellent, music codeur, un truc dans le genre. Où t'as des mecs Intelligence artificial music. Mais c'est fou. Tu regardes le mec qui a fondé Sonic Pi, Sonic Pi. Je pense qu'on va dire plutôt en anglais comme ça, Sonic Pi. C'est le mec, il est vraiment genre, il va sur scène comme un musicien, comme une rockstar. Tu vois, comme un musicien réel. Donc, sauf que sur scène, il est sur une table derrière son ordi. Et il tape des lignes de code, et ce qui est projeté derrière lui, c'est ces lignes de code qui génèrent de la musique. Ok, d'accord, pour moi, ça a été le truc, ok, d'accord. Solde, tu vois, genre. C'est bon, vous m'avez eu. Donc, mais d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense qu'il y a pas mal de liens, de rapprochement entre l'univers de la musique, qui est presque analogique, mécanique, mais qui peut être automatisé, avec l'univers du code, non ? Ouais, je pense, bah, de toute façon, à la fin, tu vois, comme n'importe quel langage, il y a des codes, il y a des façons, il y a de la grammaire, il y a plein de trucs. Enfin, il y a des trucs qui sont très normés en musique, tu vois, qui peuvent être de toute façon après. Tu peux tout à fait faire des programmes qui te permettent de gérer ce genre de trucs. Enfin, la musique, je trouve, c'est un terrain hyper intéressant, même quand t'as un aspect de code et tout. Quand tu passes surtout après dans la production musicale, autre que juste jouer un instrument, donc vraiment produire de la musique sur ordinateur et tout ça, t'as des aspects hyper intéressants dans le code. T'as beaucoup de gens qui font de la recherche avec du code et dont le code leur permet d'aller beaucoup plus loin dans leur pensée musicale, dans la façon dont ils développent des sons, des nouvelles choses et tout. Non, c'est hyper vaste et hyper intéressant. J'adore cette espèce. On devrait enseigner le code à toutes les personnes qui font de la musique. On devrait enseigner. Franchement, je pense que ça aiderait pas mal de choses. Bon, en vrai, on devrait déjà de manière générale enseigner à tous les gens qui font de la musique sur ordinateur. Déjà, ce serait une grande avancée. Après, bon, faut pas trop leur en demander non plus, mais. À quand un partenariat entre THP et Studiomatic? Pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas, s'ils nous font des dingueries après dans les studios, bien sûr. Tant que ça rapporte des disques de platine, moi, y a pas de souci. Tout va bien alors. Mais ouais, après, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Bah, tant qu'on est dans les cours, du coup, à la suite de THP, quelques mois après, d'ailleurs, très court instant après, commencer à enseigner en master. Ah, mais t'es déjà une star. Donc en plus grâce à vous, ça c'était vraiment vos histoires et tout, c'était très cool. Donc ce que ça m'a permis, bah du coup, bon j'avais déjà un passé d'enseignant avec l'enseignement de la guitare, ça faisait déjà 5 ans que j'enseignais et tout ça. Et puis il y avait ce truc là vraiment cool qui est toujours un peu ce give back to community où tu vas à l'époque c'était les vendredis. Donc, c'était les alumni qui venaient donner des petites conférences aux jeunes moussaillons
en cours, quoi. Et ça m'a bien donné envie, en plus, de donner donc ce genre de cours et tout. Puis après, j'étais contacté par l'INSEC qui m'a embauché du coup pour donner des cours de code en master. Ah, la classe. Ouais, c'était donc sacré truc parce que moi j'avais un parcours complètement chaotique sur l'école. Chaotique, c'est-à-dire? Bah, chaotique dans le sens où, comme tu le sais, tu sais, j'ai pas eu de, j'ai arrêté, je me suis fait virer, même pas arrêté, je me suis fait virer du lycée en première. Ah oui. Donc j'avais pas de bac et pas de brevet, j'avais pas eu le brevet des collèges. Un peu compliqué, tu vois. Enfin, je veux dire, j'aurais postulé normalement à l'INSEC, peu importe d'ailleurs quelle école, hein, j'aurais postulé à n'importe quelle école de code, bonjour. Genre j'envoie mon CV, tu sais, genre en mode genre, hey, salut. Éducation, vide. C'est ça, grave. Éducation PHP. Voilà, c'est tout ce que je pouvais mettre à cette époque. Il y a des gens qui mettent pas le bac parce qu'ils le mettent plus. Et... Ouais, moi je le mets pas parce que je l'ai pas. Mais du coup, comme plus personne le met parce qu'ils l'ont de toute façon, et tout le monde pense que tout le monde l'a, voilà. Mais bon, donc dans tous les cas, je me suis mis à parcours chaotique, bah oui, parce que du coup pas de brevet, pas de bac. Quand je me fais virer en première, j'ai fait une année sabbatique, donc, vraiment une année sabbatique pendant laquelle j'ai travaillé sur les chantiers avec mon père, donc rien à voir du tout avec rien à voir quoi. Ni avec la musique, ni avec la musique, ni quoi que ce soit. Une fois cette année passée, j'ai commencé des études de musique. Ok. Donc là après je suis rentré dans une école de musique, mais c'était vraiment rien à voir avec l'école de manière générale, tu vois. Tu vas là-bas, déjà ton sac à dos il se transforme en une guitare, tu vois. Déjà ça c'est atypique, tu vois. Donc voilà. Et après THP en fait le code m'a vraiment beaucoup plu et il y avait ce truc là d'enseignement et puis il y avait quand même aussi une sorte d'euphorie qui est toujours là, hein, d'apprendre le code à tout le monde. Cette question que tu posais, est-ce qu'il faudrait pas apprendre le code à tous les musiciens, elle se pose aussi pour tout le monde en fait de manière générale. Il faudrait pas apprendre le code à tout le monde, tu vois. À toute la terre. À toute la terre. Donc, je pense que oui, mais c'est un autre débat. THP, je pense que oui aussi, mais. Je pense que oui. Mais du coup, l'INSEC voulait en fait des cours de code. Donc la méthodologie peer learning de The Hacking Project, révolutionnaire et tout, voulait l'intégrer dans les cours de master et donc ils m'ont choisi pour donner ces cours-là. Donc maintenant ça fait, j'ai regardé, ça fait 3 ans et demi maintenant que j'enseigne. Donc, au début, c'était juste de l'HTML, du CSS, puis après, c'est devenu une sorte de start-up studio. Je me suis fait embaucher par après d'autres écoles. Donc, c'est devenu des cours sur les langages de programmation, sur les data science, le big data. Puis après, ça a été des conférences sur l'intelligence artificielle, la blockchain. Ah, la blockchain. La blockchain. Et la musique tech deep. Voilà, la musique deep tech. Voilà. Alors, récemment, les derniers cours que j'ai donnés, et évidemment que j'adore parce que ça touche beaucoup mon métier, c'est l'IoT. Donc, Internet of Things, l'internet des objets et tout ça, et puis voilà, c'est une belle revanche que le code m'a permis d'avoir, tu vois, sur la vie, sur ma conseillère d'orientation au collège, tu vois. Et donc je suis arrivé à l'INSEC, c'était ouf. Madame Durand, voilà, je vous avais dit. C'était fou, je suis arrivé à l'INSEC, j'avais 24 ans, donc j'avais le même âge. Non, je venais d'avoir 25. Je venais d'avoir 25 ans, j'avais quasiment le même âge que mes élèves. Tous mes élèves étaient plus diplômés que moi. Mais c'est cool, tu vois, parce que du coup, j'avais vraiment cette envie d'aller enseigner en mode ok, de toute façon, je déteste l'école. Genre, je déteste l'école, donc je vais enseigner. Je sors pour changer un peu ce truc-là. Je casse le système. Et en fait, je pense que ça a donné envie à plein de gens aussi d'apprendre le code. Vous avez eu des élèves à moi de l'INSEE qui sont venus après c'est vrai, ouais. apprendre le code à THP et tout. Donc je suis content aussi, même ça m'a permis en fait déjà d'avoir une nouvelle vraie passion, un truc dans lequel je m'épanouis, pouvoir la partager avec d'autres gens, inspirer des personnes qui seraient peut-être pas venues au code naturellement s'ils avaient eu un prof random qui leur apprenait le C ou je sais pas quel autre langage de programmation de l'ancien temps. Professeur Amar, inspirateur. Je vais me faire attaquer par tous les gens de 42 qui vont dire mais non, le C, l'algorithmie. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que m'a permis le code et bien plus encore. Eh bien super. Est-ce que tu as quelque chose, une dernière phrase, une bouteille à la mer pour reprendre? Une bouteille à la mer? Tu veux quoi? Tu veux une phrase inspirante, une bouteille à la mer, genre apprenez tous le code? Peut-être un peu moins bateau que apprenez tous le code? Non, en fait, s'il y a un truc sur lequel moi j'aurais vraiment aimé qu'on me pousse même là-dessus, en fait, c'est me dire vraiment plus que effectivement tu vas apprendre le code, mais il y a pas que le code en finalité dans le code. C'est très bizarre dit comme ça, il y a pas que le code en finalité dans le code, mais c'est vraiment ce que je pense en fait, c'est que in fine, oui, t'as des compétences en code, mais en fait, t'as bien plus que ça. T'as une façon de penser, t'as un mindset, t'as tout un écosystème, t'as une connaissance, une culture générale d'éléments qui, en fait, t'entourent toute ta vie, toujours, tout le temps.
la technologie de manière générale en fait tout simplement. Après au-delà de ça, bon il y a des choses qui sont inhérentes à THP, à la façon dont c'est fait, toutes les rencontres que tu fais. Comme tu le sais, évidemment, je suis resté très actif dans la communauté, donc depuis la session 1, je me demande combien de sessions aujourd'hui. Session combien ? C'est une session à 2 chiffres, non ? Bien sûr. Maintenant, en fait, 14 ou un truc dans le genre. Les promos, pardon, parce que c'est vrai que ça commence à devenir assez impersonnel de dire c'est la 18, donc c'est celle printemps 2021. Printemps 2021, ok, d'accord. Bon, c'est au moins plus de 10 sessions, quoi. Et donc, ça fait depuis 10 sessions que je suis là. Évidemment, tu fais des rencontres de ouf. Enfin, là, c'est ça qui est dingue, en fait. C'est tous les profils hyper atypiques que tu rencontres à THP parce que les gens ne viennent pas que pour du code. Et c'est ça qui est important, en fait. Je pense que c'est la philosophie même qu'il faut garder, tu vois. C'est, oui, le code, c'est cool. T'as des gens qui viennent pour coder, devenir développeurs et tout ça. Mais en fait, faut plus que ça. Faut juste des gens intéressés fondamentalement par la tech, par l'écosystème de manière générale et qui vont, en fait, s'emparer de ce genre de connaissances et de ce genre de choses pour faire des trucs vraiment très cool. Ouais, et laisser libre cours à leur créativité. C'est ça, ouais. C'est hyper vaste, tu vois. Tu découvres tous les jours des applications du code et même des applications pas directes, enfin des applications du coup indirectes vraiment du code et de ce que ça a sur ta façon de penser, de voir le monde et tout. Oui, faudrait vraiment que tout le monde fasse du code. Écoute, sur ces paroles très inspirantes, merci à toi Anthony. Je voudrais te remercier d'avoir pris le temps de faire cette petite interview. Je voudrais te remercier de m'avoir accueilli dans ton studio de Studiomatique pour cette interview avec du matériel de excellente qualité. Nickel. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une autre histoire, un autre parcours. Je vous souhaite une délicieuse semaine et d'ici là,